Bienvenue à l'Informel. Cette semaine, on discute finance avec Charles Farran, qui est président de Gestion financière CP et président-directeur chez Investissement immobilier Farran. Ses connaissances du marché immobilier ainsi que ses habiletés en gestion lui ont permis de prendre sa retraite à l'âge exceptionnel de 46 ans. Hey Charles, merci beaucoup d'être venu à l'émission, j'apprécie. Je sais que c'est pas ce que t'aimes faire, nécessairement de parler devant la caméra et tout ça, mais tu vois qu'on va jaser juste toi puis moi, c'est comme s'il y avait personne. Mais il n'y a pas personne dans le studio. Anyway. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis habitué de toute façon. C'est toi moi qui dis le plus de niaiseries ici. Fait que les invités, ils ont toujours l'air bien smart, puis moi, j'ai l'air un peu perdu. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'argent, puis tu sais, REER et toutes ces choses-là. Et je tiens à le dire tout de suite, je suis nul dans ces affaires-là. Je connais rien. Puis j'ai jamais été attiré. Je trouve ça compliqué, les impôts, puis cette période-là. Là, on est dedans, on rentre dedans. Exactement. Comment ça se passe, toi? Êtes-vous bien occupé? Ça commence à rentrer. Ouais. On n'a pas commencé avec les impôts comme tels encore. OK. Parce que c'est déjà arrivé que j'ai commencé un peu plus vite dans la saison. Puis là, tu les envoies au gouvernement. Puis là, la personne te revient. J'ai reçu un papier que j'avais oublié. Okay. Puis ça fait que maintenant, j'attends un peu plus tard. Puis on attend d'avoir tous les papiers avant de commencer. Là. Ah, bonne idée. Mais c'est pas les mêmes délais. Hein. Je pense que c'est les impôts pour affaires puis versus personnel. Ben, en fait, ceux qui sont travailleurs autonomes, ils ont jusqu'au 15 juin pour faire leur rapport d'impôt. OK. Et puis, les particuliers, là, c'est le 30 avril. Exceptionnellement, cette année, le 1er mai, parce que le 30 avril tombe un dimanche. Ah, OK. Il l'avait modifié pendant la COVID, ça se peut-tu? Je pense qu'il y avait eu une passe comme... Oui, il y a eu des périodes qui avaient reporté là, de un mois ou deux. Là. Ouais. Là, moi, je te raconte okay, pourquoi je déteste cette période-là, puis que j'y comprends rien, entre autres. C'est parce que, dépendamment avec qui j'ai fait affaire à travers les années, on dirait que j'arrive pas au même résultat. Ça, j'ai un peu de misère à comprendre ça. Mettons, parce que, tu sais, je travaille dans la communautaire, fait que je fais pas un salaire de fou, on s'entend. Puis j'ai été, je sais pas combien d'années, à payer de l'impôt pour le petit salaire que je faisais, puis je trouvais ça tellement frustrant puis stressant, tu sais, quand tu fais déjà pas beaucoup d'argent, puis là, tu arrives au bout du compte, puis tu payes de l'impôt pareil. Je comprenais pas. Ouais. Comment se fait que c'est pas pareil pour tout le monde? Puis, parce que quand j'ai changé de service, puis là, j'en paye plus. Ça dépend de beaucoup de choses. OK. Premièrement, l'impôt, c'est qu'on calcule le montant que tu dois payer d'impôt sur ton revenu imposable. Ouais. Puis après ça, on va aller voir combien tu en as payé pendant l'année par rapport au montant qui a été retenu sur ta paye. OK. Donc, une même personne pourrait avoir... deux personnes pourraient avoir le même salaire, puis il y en a une qui a eu un peu plus d'impôts retenus que l'autre, puis ça fait une différence dans le rapport d'impôt. Par l'employeur, comme notre l'employeur n'aurait pas retenu les bons montants à ce moment-là? Pas nécessairement qu'il n'aurait pas retenu les bons montants. Par exemple, une personne qui va travailler 6 mois fait un plus gros salaire, tandis que tu as une autre personne qui va travailler toute l'année. OK. Donc, celui qui a travaillé 6 mois va avoir plus d'impôts retenus, possiblement, que l'autre personne. OK. C'est le seul facteur ou il y en a d'autres? Il y a plein de choses là, qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que tu as des enfants, des frais médicaux, des frais de garde? Il y a plein de choses. Qu'est-ce que le monde oublie de donner comme reçu, exemple, qui peuvent être déduits? Parce que moi, j'en ai appris à travers les années. Il y a des affaires qui arrivent comme « Ah ouais, je peux déduire ça, tu sais. » Qu'est-ce qu'on connaît pas, mettons? Ben, en fait, souvent, on demande les frais médicaux. Puis c'est arrivé souvent, j'avais des nouveaux clients, puis ils me disaient « Ah, il n'y a jamais personne qui m'a demandé ça. » Puis pourtant, c'est quand même quelque chose assez de base. Là. Ouais. Par ça. Mais c'en est un, moi, que j'ai appris avec le temps, que je savais pas que je pouvais les mettre. Ça. Fait que dans le fond, exemple, si je me trompe pas, puis corrige-moi si je me trompe, je pense, exemple, mettons, tu vas chez le Chiro. Bon, ça coûte tant, ton assurance couvre 75 70 mettons, la différence qui reste, tu peux la déclarer à tes impôts. Exactement, oui. OK. Mais je ne savais pas ça. Je l'ai appris tard dans la vie. Puis, il y a aussi, supposons qu'on a la personne elle a une assurance pour ses frais médicaux. Ouais. Bien, la partie que l'employé paye de son assurance pour la partie médicale, elle fait partie des frais médicaux aussi. Ah, OK. Puis, la partie que l'employeur paye va faire partie des frais médicaux aussi au Québec. OK. Mais
Mais ça veut dire que l'employeur peut déclarer, tu veux dire, à ce moment-là? Non, l'employé. L'employé, même si l'employeur a payé ses parties. Les frais médicaux vont s'ajouter aux revenus de l'employé, OK. mais en échange, il va pouvoir le réclamer dans ses frais médicaux, Ah ouais. comme un crédit, OK. un crédit d'impôt. Mais tu sais, en tout cas, moi, j'imagine que c'est un peu comme n'importe quoi. Tu vas chez le mécanicien, bon, tu fais regarder ton char. Là, je pense à toi, Stéphane, qui payait bien l'argent. Stéphane, c'est le réalisateur d'émission. Tu vas chez le mécano, puis pour la même inspection, mettons, il y en a un qui va trouver 1, 2, 3 bobos, puis il y en a d'autres qui vont trouver une dizaine. I guess c'est un peu pareil, dans le sens que, bon, dépendamment de l'expérience de la personne qui fait des impôts. Exactement. Écoute, j'ai repris, moi, des rapports d'impôts des personnes là, qui, par exemple, ils viennent me voir pour la première fois, puis sont surpris du résultat, puis là, ils disent, tu peux-tu vérifier mes impôts des années passées? Puis là, je fais des modifications dans leurs impôts. Okay. Ça arrive. Et puis, mais, tu sais, moi, j'ai eu des formations autant qui n'étaient pas nécessairement scolaires que j'en ai eu au cégep à l'université. J'ai vu beaucoup de choses, tandis qu'il y en a qui apprennent ça peut-être un peu plus sur le coin de la table. OK. Puis là, ils se mettent à en faire, mais ils ne connaissent pas nécessairement tout ce qu'il y a à savoir. Ouais. Tu peux baisser un petit peu ton micro? Oui. Je change une petite affaire, parfait. Je ne veux pas qu'on te cache trop le visage. J'allais dire, d'où l'importance, dans le fond, peut-être de faire affaire avec des professionnels plutôt que de pogner mon oncle qui fait un petit peu de comptabilité. Puis que... Exactement. Des fois, ça coûte un peu plus cher, mais on est capable d'aller chercher des fois plus de remboursement. Là, évidemment, pour tout le monde, ce qu'ils aiment entendre, c'est comment est-ce qu'on peut économiser ou s'arranger pour ne pas payer d'impôts ou payer le moins d'impôts possible. Il y a les fameux REER, c'est tout le temps ça qu'on nous casse les oreilles avec, on dirait avec ça. Moi, j'ai bien de la misère avec les REER. J'en ai acheté par le passé. C'est parce que dans le fond, je trouve que tu fais juste remettre à demain ce que tu ne veux pas payer tout de suite. Puis c'est rare que tu vas faire des gros profits sur les REER qu'on est capable de se payer. Mettons, pour quelqu'un dans la classe moyenne, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'options. Puis là, encore là, corrige-moi. Mais je ne vois pas beaucoup d'options qui valent tant la peine. Je vais mettre... Il faudrait que je prenne un REER sur, je sais pas moi, 10-20 ans pour faire à coût d'une coupe de 100$, que dans le fond, va me rapporter à peine le double dans 10, 15, 20 ans pour sauver une coupe de pièces sur mes impôts. Ça vaut-il à peine? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. OK. Premièrement, est-ce qu'une personne devrait prendre des REER? La réponse est tout le temps la même, c'est ça dépend. Ça dépend de la situation. Donc, une personne qui a un revenu très, très bas, il ne trouvera pas nécessairement d'avantages. Par contre, plus le revenu s'élève, il va avoir des avantages. Maintenant, est-ce que, habituellement, en fait, on fait plus d'argent dans notre vie active qu'une fois qu'on est rendu à la retraite. Donc, en prenant un REER, on déduit le montant du REER de notre revenu. Donc, on paye moins d'impôts. Mais quand tu vas aller le retirer après, là, tu vas le payer, cet impôt-là. C'est pour ça que je trouve qu'il y a de l'avantage. Il faut que tu aies fait bien de l'argent, ça vaut la peine. Bien, plus qu'on a un haut revenu, plus que le taux d'imposition est élevé. Donc, supposons que tu prends ton REER puis tu fais 70 000 $ par année. Tu prends ton REER, mettons un 5 000 $, tu es imposé sur 65 000 à un taux d'imposition assez élevé. Mais supposons qu'au moment de la retraite, tu fais 30 000, tu vas rechercher ton 5 000 $, mais ton taux d'imposition va être moins élevé. OK, parce que tu es imposé sur ton salaire à ce moment-là. Exactement. Il va être ajouté à tes autres revenus. Ah, tu vois, on apprend des affaires. Ben oui, ben oui. OK, je te suis, là. C'est ça. C'est une question de taux d'imposition. Maintenant, tu sais, si, par exemple, la personne a dit « Moi, j'ai un super bon fonds de pension, puis je vais faire à peu près le même revenu. » Tu m'entends-tu encore, ça? Oui. Oui, OK, moi, je t'entends plus, excuse-moi. Oh. Retiens ton idée. Ça règle le problème. C'est niaiseux de même. Excuse-moi, vas-y. Ben, c'est ça. Donc, si la personne elle a un super bon fonds de pension, puis elle dit « Ouais, mais moi, je ne m'attends pas de faire moins d'argent à la retraite. » Ben... Tu sais, peut-être qu'un CELI va faire l'affaire.
Mm. Mais c'est des choses à discuter avec votre comptable. Ouais. Parce que c'est vraiment du cas par cas. Là. Mm-hmm. Y a-t-il des produits comme ça que le monde ne sont pas familiers, qu'ils devraient regarder au moins, qui pourrait être une option, qui pourrait être le fun, ou quelqu'un comme moi, là, dans la classe moyenne, que met un petit peu d'argent de côté, là, mais comme des façons d'économiser ou pour aider pour les impôts. J'en connais pas d'autres. On dirait qu'on parle tout le temps de ça. C'est les REER. Bon, OK, mais ça m'intéresse pas tant comme produit, fait que je m'arrange avec mes affaires, puis j'économise, je mets de l'argent de côté. Mais y a-t-il des choses que je connais pas ou que les gens connaissent pas très bien qui pourraient être intéressantes? Ben, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à la situation de la personne. Okay. Donc, c'est sûr que, je donne un exemple comme ça, si tu as des enfants, tu as des frais de garde, puis tu réclames pas tes frais de garde parce que ton comptable ne les a pas demandés, ben c'est comme, tu sais, faut aller chercher tout ce qu'on peut. Moi, personnellement, j'aime pas trop donner de l'argent au gouvernement. Donc, personne n'aime ça. non, mais puis j'aime pas ça que mes clients donnent de l'argent au gouvernement non plus. Fait que je vais aller chercher là, tout ce qui est possible d'aller chercher pour eux. Puis des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir un peu en avance, puis on discute de leur situation, qu'est-ce qui est possible de faire. Mais c'est tellement du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de plan général. OK. Puis j'imagine une fois que tu connais ton client, mettons, bon, il fait telle chose au travail, ses enfants, ses dépenses ressemblent à quoi, tu es capable de dire, OK, mais apporte-moi ça va t'aider pour... Exactement. OK, je te suis. Ouais. Parce que moi, j'avais pensé à un moment donné, j'aimerais ça, puis personne, en tout cas, je pense pas que personne l'a fait, mais j'aimerais ça que mon comptable me donne une checklist. Ça, là, amène-moi ça. Je suis toujours en train de me demander, OK, qu'est-ce que je dois ramener, qu'est-ce qu'il faut que j'emmène, je sais plus. Ouais. Nous, on en a une liste au bureau, là. Okay. Mais, tu sais, il y a tellement de choses qui existent pour les impôts. C'est comme sur la liste qui contient, je sais pas, moi, peut-être 40 items, ben peut-être qu'il y en a juste 5 qui s'appliquent à toi, là. C'est sûr. Au moins, elle est là, tu as une référence. Oui. Mais tu vas peut-être te poser des questions sur « Ah, c'est quoi? Ça s'applique-tu à moi? Ça s'applique-tu à moi? » Puis... je comprends. Ouais. Il y a quelqu'un qui me contait... c'est la semaine passée, mais je ne nommerai pas personne, qui me dit qu'il faisait ses impôts, et il est en train de faire ses impôts de, je pense, 2021. Là, j'ai fait comme, OK. Qu'est-ce qui arrive si tu arrives en retard avec tes impôts, pas juste une couple de semaines? Je sais que tu as des pénalités une couple de semaines, mais là, quand tu es rendu des années, ils font quoi? Oh mon Dieu. Cette semaine, j'ai fait des impôts là, pour une personne de 2015 à 2022. OK. S'il y a un remboursement, ça n'a pas vraiment d'impact. Okay. Par contre, s'il y a un montant payé, là, il y a des pénalités et des intérêts qui embarquent. Oh. Fait que, ça peut faire mal. Oui. Fait qu'on est mieux dans nos affaires. Mais même si tu as un remboursement, est-ce qu'il n'est pas diminué justement à cause des pénalités? Non. OK. Fait que si t'es sûr de ton coût, c'est pas pire. Oui. Mais en fait, j'ai déjà eu un client, j'ai fait 5 ans, puis sur son 5 ans, il retirait 21 000 à peu près. Là. C'était de l'argent qu'il avait laissé sur la table là, pendant... Wow. Ça fait une maudite belle surprise après 5 ans. C'est sûr. Mais il savait-tu? Il s'en attendait-tu? Non, il s'en attendait pas du okay. tout. Il était vraiment surpris. Là. OK. Ouais. Ah, c'est bon, j'aime ça. Mais moi, tu vois, je suis surpris de ça. Je me serais attendu à ce que même si, mettons, un remboursement, qu'il aurait diminué, je sais pas moi, de la même façon que tu as une pénalité. En tout cas, il y aurait un montant associé au temps que ça t'a pris, puis que tu as une pénalité à payer, puis là, tu aurais retiré moins, mettons, au bout du compte. Je veux qu'on parle... T'as-tu dit quelque chose? Ben oui, en fait. Ouais, tantôt, je disais que dans ta question, il y avait plusieurs volets. Là. Quand on parle de placement dans un REER, dans le fond, les placements qu'on fait dans un REER, ça pourrait être les mêmes placements qu'on peut faire hors REER, qu'on peut faire dans un CELI ou dans un REER. C'est juste le véhicule de placement qui est différent. OK. Donc, je pourrais avoir un compte hors REER où je vais acheter des actions ou des fonds communs de placement. Ou bien je pourrais prendre ces mêmes fonds-là, ces mêmes actions-là, puis les avoir dans un REER. Donc, là, à ce moment-là, ça prend un conseiller en placement pour acheter les bonnes choses. Moi, j'avoue que quand que je me suis aventuré dans les actions, ces choses-là, si je n'étais pas conseillé, là, j'avais pas trop des bons résultats. Là. Non. Mais ça, c'est... Justement, toi, quand tu es rentré là-dedans, je pense que tu as investi dans plusieurs produits, là, tu m'as déjà raconté.
c'est une affaire, tu apprends par essai-erreur, dans le fond. Puis ça coûte cher un peu Oui, d'apprendre. oui, c'est ça. En fait, tu sais, il y en a des spécialistes pour ça, là. Ça fait que j'aime mieux me fier au conseil d'un spécialiste. OK. Tu sais, pour ce qui est d'actions, fonds de placement, ces choses-là. Tu sais, eux autres, ils étudient chaque action là, tu sais, très attentivement, puis tu sais, ils savent s'il faut le recommander ou non. Puis, Mais par nature, es-tu un gars à risque quand tu vas-tu... Ah oui, oui, Ouais. oui. Tu sais, l'argent, comme tel, j'en ai pas besoin tout de suite. Tu sais, quand ça baisse, ça remonte toujours. Tu sais, si j'avais besoin de l'argent l'année prochaine, ben là, je me dirais tout d'un coup que l'année prochaine, on tombe dans un creux. Là, je prendrais moins de risques. Mais cet argent-là, je n'aurais pas besoin pour encore 10 ans. Là. Fait que tu es capable de la laisser placer, puis ça te stresse pas, tu sais que tu vas la reprendre. Mais là, on est dans une situation particulière dans l'économie au Québec. On entend toutes sortes de discours. L'autre fois, c'est quoi l'émission? C'est Le Monde à l'envers, je pense. Il y avait un spécialiste, j'aurais dû noter son nom, qui était là et qui disait lui, là, les années qui s'en viennent, il voit ça comme apocalyptique. Toi, quand tu regardes les marchés, là, tu vois quoi? Là? Ben, j'ai pas de boule de cristal. C'est pas... Tu sais, je le sais que ça va mal. Puis c'est pas fini. Ça va durer combien de temps? Dieu seul le sait, là. Apparemment que les taux d'intérêt devraient recommencer à baisser, là, comme... Ouais, c'est ce qu'ils disaient les dernières nouvelles, là. C'est ça. Ouais. Fait que, mais encore là, tu sais, je regarde des fois les décisions que le gouvernement prend, puis en tout cas, mettons que ils vont un peu contre l'économie. Là. OK, de quelle façon tu veux dire? Ben, en fait, ils ont monté les taux d'intérêt parce que, dans le fond, la demande est plus forte que l'offre. Dans les produits de l'économie. Donc, en augmentant les taux d'intérêt, les gens sont moins portés à dépenser. Ça fait diminuer la demande pour l'amener au niveau de l'offre. Mais le gouvernement se revire de bord, puis il donne l'argent. Comme, ils ont donné 500$ là, à tout le monde, puis les 600, les 400, puis tout ça. Puis là, ils sortent plein de nouveaux crédits d'impôt. Mais le monde, il reçoit cet argent-là. Oups, il dépense plus. Ça fait plus de demandes. OK, fait que dans le fond, ça se contredit, dans le fond, comme exactement. Exactement. Je veux bien croire qu'il y en a qui ont besoin de cet argent-là pour vivre parce que tout a augmenté, mais c'est pas tout le monde, là. Tu sais, moi, l'argent, il me la donne, je vais apprendre, là. Mais ça change rien dans ma vie. Hein? C'est vrai, je t'ai vu sur Facebook, t'as ri un peu de la situation. Oui, j'ai vu quelque chose. Tu me rappelles ça. Ouais, fait que quelqu'un qui en a pas besoin, il l'a reçu pareil, puis tout le monde l'a payé pareil, c'est assez particulier. Oui, c'est ça. C'était quelque chose que j'ai trouvé, là, mais ça disait j'ai finalement reçu mon 600$ du gouvernement, puis il met une photo de son compte de banque, puis le solde, il est comme 3 millions kick, là. Mais tu sais, il me semble qu'il aurait pu faire autre chose, qui était plus comme au prorata, ben non, tu sais, quelque chose que ton salaire familial il est de X montant, on va te donner tant, tu sais, ça aurait eu plus d'allure. Ben c'est ça, comme là, ça allait jusqu'à un salaire de 100 000, si je me souviens bien, là. Mais c'est parce que la personne qui fait 90 000, là, elle n'a pas besoin de 500-là ou peu importe, là. Mais... c'est quand on parle de taux d'intérêt, dans le fond, c'est ça qui est le taux directeur, dans le fond, qui décide d'augmenter ça. Oui, c'est le taux que les banques vont se baser pour établir leur taux d'intérêt. Là. Mais là, l'impact que ça a eu sur l'immobilier après. Parce que je sais que tu es dans l'immobilier, tu avais des immeubles ou tu as des immeubles encore? Oui, j'ai encore des immeubles. C'est ça que je trouve qui est le pire là-dedans, tu sais, parce que... Absolument. Tu sais, parce que est-ce que je me trompe si je dis que je pense qu'il n'a jamais augmenté autant de fois dans l'intérieur de 12 mois ou quelque chose comme ça? C'est ça, j'avais lu. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Bon, à vérifier, là, je dis peut-être n'importe quoi, les gens qui nous écoutaient, là, mais il me semble que c'est ça que j'avais lu. Fait que, tu sais, à quoi je veux en venir, c'est que l'augmentation est tellement rapide que la classe moyenne n'a pas le temps de s'adapter à quelque chose comme ça. Si tu t'es acheté une maison,
sais, il y a 2-3 ans, à tel montant, tu as regardé tes finances, tu as dit, OK, c'est comme n'importe qui, là, quand tu achètes une maison, c'est jamais un cas de ben oui, je l'ai cet argent-là, pas de problème. Tu es toujours un peu serré dans tes affaires. Tu checkes, dans la classe moyenne, toujours bien. Là, tu checkes tes affaires, tu dis OK, ben oui, on va arriver, go, on se lance dans notre projet de maison, boum, ça monte. Exactement. Ça fait sans tabarouette. Et surtout avec le prix des maisons qui a beaucoup augmenté. En plus. Tu sais, un semi-détaché à 400 000 aujourd'hui. C'est ridicule. Avant que les taux d'intérêt montent, ça te faisait des paiements comme déjà élevés. Là, tu augmentes le taux d'intérêt en plus de ça. C'est pas croyable. Là. Mais, puis là, vu que tu es propriétaire, tu as dû en voir. Il doit y avoir plein de monde que tu vois qui sont comme, OK, mais là, je suis plus capable. Là. J'en ai pas vu encore. Non? Non, mais je sens que ça va venir. Parce que souvent, le monde, ils vont prendre un intérêt fermé pour 5 ans. Donc, tant qu'il n'y a pas de renouvellement, ils ne voient pas l'impact. Par contre, quand ils vont arriver au renouvellement, là, ils vont voir que le paiement ne sera plus pareil. Là. Mm-hmm. Mais quand tu es propriétaire, dans le fond, là, puis ton immeuble il est locatif, tes dépenses vont devenir plus élevées parce que, mettons, tu as des rénovations à faire, tes matériaux, tout ça sont plus chers présentement. Mais y a-tu... Puis c'est ton opinion bien personnelle, je vais te demander, mais parce qu'il y a bien du monde qui vont dire ça, puis je les comprends quand ils disent ça, puis j'ai pas d'opinion parce que je comprends pas comment ça fonctionne. Okay. Mais si tu es propriétaire d'un immeuble, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de dire, ben moi, mon immeuble, je vais le garder un taux un petit peu plus bas pour aider mon monde, tu sais? Parce qu'on dirait que c'est le minute qu'il y en a un qui augmente, le minute que ça se met à augmenter, tout le monde augmente pareil, puis je me dis, mais tu sais, c'est quoi qui justifie, toi, comme propriétaire, de dire, ben, je vais monter moi aussi si tu n'as pas, exemple, je sais pas, mais si ton appartement il est neuf, exemple, tu n'as pas des rénovations avant un bout de temps, tu sais. Tu me suis-tu dans ma réflexion? Oui, puis ça, spécifiquement là-dessus, c'est un peu à cause des lois, la régie du logement. Si tu fais pas ton augmentation cette année, ben tu peux pas la reprendre l'année prochaine, tu sais. Tu sais, mettons que tu veux augmenter de 2% cette année. Parce que c'est un maximum que tu peux augmenter par année? Ben techniquement, oui. Ben, c'est basé sur des calculs. Mais si tu le prends cette année, tu fais ton calcul, mettons, puis là, ton calcul te dit, ben tu peux augmenter de 3%. Puis tu dis, ah non, c'est des bons locataires, je l'augmente pas. Ben l'année suivante, comme tu es encore à ton petit loyer, le 3%, il est perdu. Là. Tu le récupéreras jamais. Là. OK. Je suis. Puis là, mettons qu'il t'arrive des dépenses, ça, là, toi, ça va coûter plus cher. Puis là, tu n'as pas chargé plus cher. Là, t'es pogné, tu n'as pas cette liquidité-là. Puis... OK. OK. Fait que c'est pas si malhonnête que ça. Parce que je suis sûr que tu en as vu. Il y en a bien dans ces réseaux sociaux qui critiquent les propriétaires solides. Là. Oui. Mais il y a peut-être une raison logique derrière ça, que c'est pas juste pour être chiant vers les locataires. Les taxes ils augmentent à chaque année. Taxes municipales, taxes scolaires. Les assurances augmentent. Tout augmente. Là. Ça fait qu'au bout du compte, quand on est propriétaire de logement, je veux dire, on n'est pas là comme pour faire la charité non plus. Là. Tu sais, je veux pas louer un logement à perte. Là, puis moi, je vais payer pour loger quelqu'un. Oui, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Ça, je pense que les gens peuvent comprendre ça aussi. Ben, oui, je pense que oui, mais il y en a qui ne regardent pas ça puis ils écrivent n'importe quoi là, sur les réseaux sociaux. Là. Ça, il y a du monde qui écrit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a ça. Ah, j'aurais pas pensé. Mais tu parles du coût de la vie, puis c'est ce qu'on a entendu dans les dernières années, là, c'est toujours à cause de la COVID, c'est plus cher. Moi, comme bien d'autres, j'ai un peu de misère à faire la connexion. Là. Pourquoi qu'avant la COVID, on était capable de fournir les biens, il n'y avait pas de pénurie, il n'y avait pas rien. Puis là, parce que OK, fine, on s'est enfermé pendant une couple de mois, une couple d'années, pourquoi que ça coûte plus cher? La pénurie, elle a eu un impact là-dessus. Mais il y a une autre chose. Pas la pénurie, mais la COVID. Elle a eu un impact là-dessus. Mais il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre. Donc, tu as besoin d'employés. Tu n'es pas capable d'en avoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas offrir un peu plus d'argent. Mais là, tes coûts, ils augmentent. Il faut que tu augmentes ton prix de vente. Mais là, supposons que tu es un restaurant qui... ce que tu achètes, là, ça a augmenté parce que les employés,
il a fallu qu'il soit augmenté, possiblement. Puis les employés de leurs fournisseurs, ils ont été augmentés aussi. Ouais, c'est ça. Puis tout ça. C'est vrai. Nous, on a embauché des employés dernièrement, puis écoute, il a fallu augmenter les autres employés qu'on avait parce que les nouveaux employés, ils demandaient plus cher. Ouais. Ça j'ai vu ça aussi. Puis est-ce que... moi, je trouve que le portrait qui se dessine, là, puis j'aimerais ton opinion là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'on va arriver un peu comme... j'ai envie de dire comme au Japon, là, ils ont des maisons, c'est multigénérationnel. Tu as les grands-parents, les parents, puis les petits-enfants qui vivent tous dans une affaire gros comme mon salon. Là, penses-tu qu'on va en venir à ça dans le marché? Ou est-ce qu'on va avoir des maisons qui vont être multigénérationnelles? Parce que je me dis, on n'a pas le choix, là, à un moment donné. Peut-être, mais je regarde juste au Canada. Moi, je vois qu'il y a encore de la place pour augmenter parce que si tu regardes à Toronto, c'est encore plus cher qu'ici. À Vancouver, c'est encore plus cher encore. Mais qui peut se payer ces maisons-là? Il va y avoir un équilibre qui va se faire avec l'offre et la demande. Je veux dire, si tu n'as aucun acheteur pour les maisons, ils vont être obligés de baisser les prix. Sinon, ils vont être bien une première. Tu vois jamais ça, le prix de l'immobilier baisser. Non, je sais. Mais qu'est-ce qui n'aide pas présentement? C'est la pénurie de logements. Ça fait que... ils vont se vendre, là. Ouais. Mais, tu sais, il y a toute une affaire là-dedans. On manque de travailleurs. C'est que le gouvernement fait venir des immigrants. Mais on manque déjà de logements. C'est toute une roue là, qui... C'est une machine compliquée en tabarouette. Oui. Tout a un impact un sur l'autre. Là. On va continuer à en parler. Là, je prends quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutaient via ma TV Outaouais. J'apprécie beaucoup que vous aviez été avec nous autres pour l'émission. Je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre. Tous nos épisodes sont là et puis notre conversation avec moi Charles va continuer sur la chaîne YouTube. Mais aussi, vous pouvez nous emmener sous forme de balado chez vous, sur la route ou comme vous préférez, donc sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Je vous souhaite une excellente soirée. Ouais, c'est une machine en tabarouette. Puis tu vois, tu m'amènes des réflexions auxquelles je ne pensais pas de tous les points qui se relient là-dedans. Puis c'est vrai, l'immigration, puis après ça, OK, ouais, est-ce qu'on a besoin de gens pour venir travailler? Puis OK, où est-ce qu'on est mis? On a une pénurie. Parce que là, attends, on a une pénurie de logements. Fait ce qui explique que dans le fond, que ça vaut plus cher parce qu'il y en a moins. Exactement. Ça serait ça, essentiellement. Oui. Puis en même temps, là c'est pas abordable par rapport au salaire. Fait que là, il y a eu la grosse discussion sur le salaire minimum. On augmente le salaire minimum, on l'augmente pas. C'est-tu vraiment une solution? Je parlais avec François Laurent l'autre fois, elle lui disait, solution plus ou moins, parce que moi, comme employeur, ça me coûte plus cher, fait que mes produits reviennent plus cher, fait que c'est pas une solution. Exactement. Fait que là, on fait quoi? C'est quoi la solution, Charles? Il va falloir... un jour, ça va retomber en équilibre. OK. C'est ça l'économie, hein? C'est des cycles. OK. Puis un jour, ça va retomber en équilibre. Là. Puis c'est vrai que c'est un cycle, moi j'avais entendu que c'est souvent des cycles de 7 ans à peu près. Je pense que ça dépend de quel... il y en a plusieurs cycles. Okay. Je sais que dans l'immobilier, on parle des cycles de 17 ans à peu près. Mais pour d'autres choses, ça va être une autre durée. Là. Ouais. Puis ça, pour revenir à mon concept de maison multigénérationnelle, comment ça fonctionne? Parce que là, moi, ce que j'avais comme conversation avec certaines personnes, c'est, supposons que, une famille, j'ai 30 ans, mettons, je suis 15 ans plus jeune, puis je commence une petite famille, tout ça, j'ai une maison présentement qui est 400 000. Bon. Problème avec l'économie, tout ça, viens pas à bout de payer ma maison dans les délais prévus. Mes enfants, dans le fond, héritent de la maison plus tard. Ils héritent-tu de la dette avec? Il faut qu'ils continuent à payer l'hypothèque? C'est ça qui va arriver? Ou qui récupère ça après? Oui, s'il n'y avait pas d'assurance vie sur l'hypothèque, elle reste toujours là. Fait que c'est un phénomène qui pourrait arriver, dans le fond. Mais c'est vrai, tu as des assurances, mais des assurances... Encore là, cette assurance-là doit valoir encore plus cher parce qu'ils savent bien que c'est plus difficile à payer. Fait que c'est pas nécessairement facile d'avoir cette assurance-là, j'imagine. Ça, c'est offert par la banque ou?
Oui, il y a les banques qui offrent une assurance sur Sinon, les prêts privé hypothécaires. Maintenant, est-ce que ça serait mon premier choix? Tu sais, moi, je dirais au monde d'étudier ça. Moi, j'ai cancellé mes assurances sur les prêts hypothécaires, puis j'ai pris une assurance vie Qui couvrait ça. qui couvre les montants de mes hypothèques. Là, dans le fond. OK. Ouais. Parce que c'est ça, mais en tout cas, tu sais, moi, si tu regardes, mais tes parents, ça doit être la même affaire. Eux autres, tu payais une maison à quoi? 30 000 dans ce temps-là? Mhm. Payais une maison à 30 000, tu sais, puis bon, je me bien que les salaires n'étaient pas les mêmes, là, tu sais, mais il me semble que c'était tu sais, quand tu imaginais ton projet de vie, mettons, tu te disais, ben mon hypothèque, je vais avoir fini de la payer quand je vais avoir 50 ans, 55 ans. Je vais tomber à la retraite à 60. Tu sais, ma vie de mes bons vieux jours. Mais on dirait que je peux pas percevoir que ça peut se faire, mettons, pour mes enfants, présentement, quand je regarde le salaire qui est offert là, puis combien ça peut coûter de s'acheter une première maison, mettons, tu sais. Ouais. Disons que moi, mon fils, il est à l'âge de commencer à magasiner les maisons. Là. Ouais. Puis moi, j'ai dit, attends, c'est pas le temps. Non? Parce que toi, tu prévois que ça va baisser. Ben, pas nécessairement que ça va baisser, mais j'ai dit comme, ramasse ton argent, fais un bon down dessus pour essayer de réduire tes paiements puis pas t'égorger non plus. Ouais. Puis ils demandent plus aussi, hein, je pense, pour les downs à cette heure. Ça va augmenter où j'avais vu ça passer. Ben, Parce que moi, dans le temps, c'était 10 % je pense, de ton hypothèque. Il fallait que tu mettes comme down. Ben, si c'est 5 maintenant. 5? OK, pour vrai? Oui, tu peux l'avoir à 5 Où ça a beaucoup changé, c'est maintenant, c'est le test pour ton ratio d'endettement, dans le fond. Ah, OK. Il est calculé sur un taux d'intérêt plus haut au cas où il y aurait une augmentation. Est-ce que tu vas quand même être capable de payer? OK. Mm-hmm. Mais tu as dit d'attendre, mais est-ce que dans ta vision des choses, là, quelqu'un qui commence dans la vie, là, je sais, on donne trop plate, là, je suis un vieux jeu, mais on fait toujours ça un peu, on se compare génération en génération, oui, là, c'est naturel. Là. Mais est-ce que quelqu'un qui commence dans la vie, mettons je suis aux études, moi, là, puis j'écoute le podcast, là. Mm-hmm. J'ai 20 quelques années, je vais graduer, je vais gagner, mettons, mon premier salaire, là, je vais commencer à, je sais pas moi, 55 000 d'une boîte. Bon. Ou pire, whatever, est-ce que c'est envisageable d'avoir un projet de vie, de dire, ben, je vais pouvoir avoir accès à une maison, je vais pouvoir avoir une propriété à moi, tu sais? Parce que ça me semble de plus en plus difficile. Ça se fait. Je suis certain que ça se fait. Mais il y a une grosse partie d'éducation financière qui vient là-dedans. OK. Tu sais, la personne qui, avant de s'acheter une maison, va aller s'acheter un auto neuf. C'est comme... Elle vient de retarder sa maison. Là. Ouais. Tu sais, elle a déjà des gros paiements. Elle va avoir moins la possibilité de mettre de l'argent de côté. Un véhicule neuf, ça perd de la valeur assez vite. Là. Mm-hmm. Aussi, tu sais. Ouais. Ça fait qu'il y a toute une question d'éducation là-dedans. Cette éducation-là, ben, faut qu'elle vienne des parents parce qu'il n'y a pas ça à l'école. Là. Non. Tu sais, c'est il y en a un petit peu là, à cette heure. Il y a un petit cours. Là. Ouais. Moi, j'ai été surpris d'entendre ça. Ben, ma fille, au secondaire, ils ont fait un cours qui a regardé comment établir un budget, puis ces choses-là. J'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose d'utile que tu apprends à l'école. Ouais. Contrairement à Pythagore. Là. Oui, mais je serais curieux de voir de quoi ça parle dans ce cours-là. Là. Parce que c'est un gros manque. Là. Ouais. Moi, j'ai été chanceux. J'avais des parents, et puis je les remercie d'ailleurs, là, qui m'ont beaucoup enseigné au niveau de l'économie, de mettre de l'argent de côté, ces choses-là. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, ben, si je suis capable de passer l'information à d'autres, comme j'essaie de le faire avec mon fils, puis à d'autres personnes au bureau, regarde, je vais le faire. Là. Ouais. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est cette éducation-là qui t'a amené à être comptable. Mais premièrement, à quel âge t'as figuré que tu ferais ça dans la vie, en comptabilité? C'est un peu drôle. Quand j'étais au secondaire, moi, je voulais m'en aller en médecine. Ah, tu vois? Oui, j'avais fait tous les cours de sciences, puis toute la quête, j'étais prêt, là. Puis quand c'est venu le temps de m'inscrire au cégep, j'ai fait « ça a l'air compliqué. » J'étais allé
en administration. OK. Après ça, j'ai fait un bac en comptabilité. OK. Ouais. Ça fait que c'est pas mal au secondaire là, Que tu c'est venu. ça. Mais pour revenir à ma question, c'est-tu parce que tes parents t'ont un peu baigné là-dedans? Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Mon père était électricien. OK. Et puis, ma mère était secrétaire. OK. Ouais. Mais, tu sais, je les ai vus un peu, tu sais, comment ils agissaient avec l'argent, tu sais. C'est pas des personnes qui vont dépenser pour rien. Tu sais, ils sont économes. Puis, finalement, tu sais, comme mon père, il a pris sa retraite à 52 ans, ma mère avait 50 ans. Puis là, c'est quand même bien. Oui. Puis moi, je me suis dit, je voulais prendre ma retraite avant leur âge, tu sais. OK. Plus jeune qu'eux. Puis tu l'as pris officiellement. Ben là, je sais que tu as tourné travailler et tout ça, mais officiellement, tu as pris ta retraite Ben, c'était comme une semi-retraite parce que, tu sais, je voulais continuer à faire les rapports d'impôts. OK. Mais, mettons que je m'ennuyais beaucoup. Je passais encore beaucoup de temps au bureau. Fait que là, j'ai recommencé à prendre un peu de clients. Puis ça recommencé à rouler, là. Mais c'est vraiment parce que je m'ennuyais, là. Mais tu avais arrêté à 46. 46. Ouais. Ce qui est quand même... 46. Ce qui est quand même rare. Oui. Tu vas pas avoir même des clients que tu as vu faire ça. Oh non. Non, j'en ai pas vu. T'en as pas vu un, bon, tu vois. J'en ai pas vu, non. Mais puis ça a été quoi ton processus? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi pour en venir à ça? Là? Ben, en fait, je pense qu'il y a eu... Juste savoir, t'as-tu fourré le gouvernement? Non. Ça c'est pas... C'est une joke. Non, mais pour vrai, je crois pas vraiment à ça. Mais c'est parce que souvent, il y en a qui disent ça. Tu vas l'entendre dire, ça, c'est parce que lui, il est capable de... Il connaît excusez le terme, mais il connaît les crosses dans le système. Là, tu sais, là. Ben, je connais le système. Ouais. Il y a peut-être des crosses que je connais aussi. Sauf que moi, je n'ai vu du monde avoir du trouble avec le gouvernement. Tu veux pas avoir ça. Je veux pas avoir ça. Non, c'est ça. Je veux pas. Vraiment pas. Ouais. Ça fait que, écoute, ils pourraient venir à mon bureau. Tous les impôts que je fais, ils ont toutes des factures. Même s'il y en a qui me payent en argent comptant, ils ont leurs factures quand même. Puis tout. Ouais. C'est comme... Je veux pas avoir de trouble. Mais t'as dû commencer jeune à placer de l'argent aussi? Puis en réalité, moi, j'ai commencé à investir en immobilier à 31 ans. OK. T'sais, avant 31 ans, là, c'était comme... Je vivais ma vie, puis un petit peu de REER, mais... Ouais. T'sais. Puis c'est là que ça a commencé, en 92. OK. Puis il y a eu le boom en début 2000, fait que ça, t'as dû faire de l'argent là-dessus à ce moment-là. C'est ça. Là, la première année, j'ai acheté 2 duplex. OK. L'année suivante, je n'ai acheté un autre. Ah ouais? Ouais. Après ça, je me suis mis comme une barrière mentale. Je me suis dit, ouais, ils pourront plus me financer comme je suis trop endetté. OK. Puis ça a resté comme ça. C'est pas vrai, c'est pas en 92, c'est en 2008 que j'ai acheté. OK. Je mélange dans mes dates, là. C'est ça, en 2008, j'ai acheté 2 duplex. En 2009, je n'ai acheté un autre. En 2010, je me suis acheté une maison. OK. Puis c'est là que je me suis dit, je pourrais plus rien acheter, je suis trop endetté. Fait que j'ai été 5 ans sans rien acheter. En 2015, j'en ai acheté un autre. Après ça, un autre en 2016, un autre en 2017. Ça a élevé les prix à ce moment-là. Ouais. Puis après ça, il y a un gars qui est venu me voir. Ben, j'ai fait beaucoup de formations en immobilier. OK. Et puis, il y a un des gars dans une formation qui est venu me voir qui dit, écoute, moi j'ai un terrain, c'est soit que je le vends ou que je le construis, mais je manque de fonds. Fait que j'ai dit, ben garde, j'embarque avec toi, puis on construit. Ah, ouais. Fait qu'on a construit 6 logements. Puis, on a pris possession, je pense, en 2020. Puis, il y a eu aussi un condo à Elmer que j'ai acheté. OK. Puis, dans le fond... Là, il y a eu l'augmentation des prix des maisons. Ouais. Que là, je me suis dit... Ouais, dans le fond, tu te trouves dans le même bateau que tout le monde, là, toi aussi. Oh, oui. Le taux d'intérêt à la banque, ça frappe dedans. Là. Oui, puis
quand tu les as, c'est le fun de voir l'augmentation des prix, là. Ouais. Mais quand tu vas en acheter d'autres, c'est une autre histoire, là. Ouais. Tu regardes avec les prix d'aujourd'hui, tu vas acheter un duplex, bien souvent, il est plus rentable, là. Ouais. Tu sais? Ça fait que là, j'ai regardé à l'extérieur du pays, là. Tu vois? Oui. J'ai Wow. acheté une... ben, avec mon fils, même, je l'ai introduit là-dedans. OK. Une villa en République dominicaine. Ah, ouais. Ouais. Wow. C'est spécial, ça. Puis t'es-tu allé là-bas la voir? Oui, puis tout? oui. Voilà. En fait, c'est un de mes clients qui en OK. a une là-bas, puis il m'a envoyé un message une journée. Il dit « Hey, il y a une villa à vendre ici, puis tout. » Puis le lendemain, il m'envoie un autre message. « Hey, il y en a une deuxième. » Il m'envoie des photos, puis tout. Là, j'ai dit « J'aime mieux la deuxième. » Il dit « Non, c'est la première, c'est la première. » J'ai dit « Sur des photos, c'est pas évident. » Ouais. Il dit « Ben, saute dans l'avion, viens-t'en. » Ouais. Fait que moi et mon gars, on a acheté des billets d'avion, on est descendu, on est allé les visiter les deux, on a choisi une, puis... Finalement, qui avait raison? Toi ou lui? Ah, c'était lui. C'est ça, parce que lui, il l'a vu. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais il me semble, il faut pas avoir peur de faire des moves comme ça. Tabarouette. Moi, là, quand j'arrive, je fais une dépense de 100$ quelque chose, je pense, pendant 1 heure de temps. Ouais, mais... On dirait que tu te lances, tu dis, ah, go, j'embarque dans ce projet-là. Puis, fait que dans le fond, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur. Pour faire de l'argent, il ne faut pas avoir peur de dépenser. Ben, pas de dépenser, mais d'investir. OK, d'investir. Ouais. Écoute, mettons que ton niveau de tolérance au risque est ici, puis tu as un projet qui est là. C'est comme... Ça a l'air gros. Ouais. Une fois que tu l'as réalisé, ta tolérance au risque, elle augmente, là. Ouais, Puis plus que tu en fais, plus que ta tolérance, elle augmente. Ça fait qu'après ça, tu arrives à un point où tu te dis, ben finalement, ce petit projet-là, c'est rien. Tu sais, c'est à force de le faire que tu t'habitues, là. Puis... Mais, tu sais, encore là, je trouve que c'est un jeu de risque, là, tu sais. C'est comme, okay, c'est sûr. Pas, tu sais pas ce qui peut arriver, fait que tu t'investis les montants-là, tu dis, bon, ça va-tu te revenir, tu vas avoir les retours que tu t'attends, pas nécessairement, tu sais. Fait que je trouve que c'est une game risquée, dans le fond, j'ai envie de dire. Un risque calculé? Ben c'est ça, moi, I guess, quand tu as l'expérience que tu as, quand tu as l'éducation, tu as étudié là-dedans, là, tu es capable de pouvoir regarder, j'imagine, puis faire les bonnes décisions. Oui. Tu sais, j'ai fait, comme je disais tantôt, j'ai fait des cours en investissement immobilier. Écoute, ça vaut de l'or, ces cours-là. Là. Ouais. Tu sais, mettons, j'ai pris pour 10 000 $ de cours. J'ai fait une transaction, mon 10 000 $ était récupéré. Là. C'est comme, faut pas avoir peur de s'instruire. Puis dans l'immobilier, c'est rare qu'on se trompe. Ben, c'est ça que j'allais dire. Dans le fond, la place à investir, c'est l'immobilier. Oui. Oh, oui. C'est plus que toutes les petites guéguses qui sont offertes à la banque. Oui, oui, c'est sûr. Ce qui est bien hot de ce temps-ci, puis je sais que tu as mis l'argent là-dedans, là, tout le monde en parle, c'est la crypto-monnaie, tout ce qui est virtuel. Moi, je me suis assis avec Bruno, tu connais Bruno? Oui. On cherche son nom de famille, Desormeaux, c'est ça? Oui. Hein? Des vraies affaires zéro bullshit. Il m'a expliqué pendant une demi-heure c'était quoi de la crypto-monnaie. Puis le Bitcoin, je comprends ce que c'est, mais en même temps, je comprends pas. Parce que c'est rien. C'est du virtuel. Ouais. Tu comprends? Je comprends pas comment est-ce qu'il peut avoir une valeur qui est associée à ça. Je vais t'avouer que je pourrais pas te l'expliquer. Non? OK. J'en ai mis de l'argent dedans. Ouais. J'en ai perdu. OK. Puis, écoute, je suis en train de sortir mon argent graduellement de là. Ah ouais? Oui. Tu penses pas que ça les promesses qu'on entendait, qu'on entend encore même pour de certains, c'est... Ça va-tu arriver? Ça va-tu pas arriver? Je ne sais pas. Moi, j'avais un gros pressentiment que c'était basé sur l'économie, puis qu'avec les fluctuations de l'économie, on verrait les fluctuations des bitcoins, puis ça n'a pas donné ce que je pensais. OK. Fait que j'ai fait comme... C'est pas pour moi, là. OK. Ouais. Mais t'en connais-tu du monde qui a fait de l'argent qui valait la peine avec ça? Ou...
T'en as-tu, non? Parce que j'imagine que tu dois jouer de l'argent avec d'autres mondes, avec du monde souvent. J'ai un gars qui m'a dit qu'il avait fait plusieurs dizaines de milliers de dollars. Là, je me souviens plus exactement. Mais... I guess si t'investissais... je pense que quand tu t'investissais au début, que ça valait peut-être la peine, parce que là, à ce moment-là, c'était en croissance. Exactement. Il n'y en avait pas, puis c'était rare. Tandis que là, ça n'a plus la même valeur. Qu'est-ce qui va arriver avec ça, on sait pas. Puis, j'ai pas le temps d'étudier chaque crypto pour savoir est-ce qu'il y a un avenir ou il n'y a pas d'avenir. Ouais, je te suis. Il y a une étude à faire là-dedans. Là. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai été tenté, mais c'est parce que j'ai pas le temps non plus, moto. J'ai pas le temps de regarder. Puis Bruno m'a invité, il donne des formations là-dessus, puis je trouve ça super intéressant de le faire, mais j'ai pas le temps. Fait que, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir qui avait raison là-dedans. J'ai envie de te demander comme dernière question, parce que, tu sais, moi, je trouve que ton histoire, c'est quand même une success story. C'est pas grand monde qui peut prendre sa retraite à 46 ans. Oui, tu as décidé de revenir travailler, mais c'est un choix. Bon. Oui, c'est ça. Moi, je suis un jeune, là, j'ai 20 ans, je commence dans la vie. Qu'est-ce que je fais si je veux réussir financièrement? Ben, je te dirais de ne pas s'endetter pour rien. Supposons que tu vas t'acheter une télévision à crédit parce que tu n'as pas l'argent pour l'acheter. Ben, c'est comme si tu te donnais une récompense avant le temps, comme. Avant de l'avoir travaillé. C'est ça, exactement. Ça peut mettre la charrue devant les bœufs. Exactement. Ça fait que le monde, ils veulent tout avoir tout de suite. Ça ne donne rien d'avoir un auto super cher et tout ça. Il faut qu'il t'amène où tu veux. J'ai une vieille Yaris dans le stationnement. Là. Quand je suis arrivé, j'ai vu à Yaris, je dis ça, je pense que c'est le char à Charles. Puis c'est drôle parce que t'as ça, mais en même temps, t'as ta voiture de luxe aussi. Mais tu es assez smart pour dire, ben j'ai pas besoin de me payer un SUV, mettons, à je sais pas, 80 000 pour l'hiver. Je suis correct avec ma Yaris. Exactement. Puis je veux dire, ma Porsche, c'est un cadeau que je me suis fait. Là, ça fait que... Quand tu avais les moyens. J'imagine. Oui, exactement. Tu sais, des fois, je parle avec des amis, puis ils me disent « je vais m'acheter tel auto, puis tout. » Puis là, ils me parlent de « j'ai financé ça. » Non, si t'es pas capable de le payer cash, là, tu l'achètes pas. Tu sais, va moins... tu sais, moi, ma Yaris, là, je l'ai acheté en 2017, 2015. Elle avait 80 000 km, j'ai payé 6 250$ pour. Aujourd'hui, elle est rendue à pas loin de 300 000 km. Elle roule encore bien, mais elle n'a pas perdu plus que 6 250$ de valeur. Là. Tandis que si j'avais acheté un auto neuf, ben, elle aurait peut-être perdu 30 000$ de valeur. C'est vrai, tu vois ça comme ça, dans le fond. Exactement. Ça serait vraiment de l'argent perdu. Ben, c'est ça. Plus tu payes cher, plus la perte est grande, dans le fond, au bout du compte. Fait économiser, mais c'est tellement pas ça qu'on véhicule dans... Tu sais, moi, je vois des jeunes se promener avec des chars, là, c'est comme tabarouette. Je sais pas, moi... Honda Civic de l'année, avec plein de gugus dessus. Puis tu te dis, graphiste. Moi, mon premier char, là, c'était pire que ta Yaris, c'était écoute, ça m'avait été pratiquement donné par la famille. Là. C'était un K-Car, un Dodge Arias. Oui. Les lettres bleues, mais on était contents. On avait un char à 16 ans, on pouvait aller où ce qu'on voulait. Exactement. Ça va un peu revenir à une philosophie comme ça. C'est... Le marché nous invite tellement ou nous incite à financer tout ce qu'on veut. Tout. Ben, même que tu peux plus rien acheter quasiment. C'est ridicule. Là. À peu près tout se donne par abonnement à cette heure parce que dans le fond, si tu possèdes rien et tu continues à payer quelqu'un pour avoir un service, là, ben lui, il fait bien plus d'argent, là, dans le fond, là, je veux dire, au bout du compte, là, c'est ça que c'est. Puis tu peux faire financer quasiment une machine à café. Là. Oui. C'est ridicule. Absolument.
C'est fou, là. Ouais. C'est- Ben, bon conseil, ça. On va retenir ça. Mais je te remercie beaucoup, Charles. C'était vraiment le fun Ça de me fait jaser avec plaisir. toi. Parce que, tu vois, j'en ai appris. Puis je suis sûr que les gens qui nous ont écoutés, il y en a qui nous ont appris des affaires. C'est cool. Oui, j'espère. Ben oui. Ah, c'est fun. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.